Bonsoir à tous. Deux mots en basque pour commencer. Arratsuntan, gurxeko zerrategia plazerekin aipatuko daitzuet. Erik Maiaranzen gure lagunarekin batera. Ez da gure historiaren orrialde lorioz bat. Duela 75 urte, milaka pertsona gakotuak izan dira hor. Memoria eginbideari dagokienez, denek historia dramatiko horren ezagutzeko beharra dugu. Je vais donc cantonner mon intervention aux Basques internés au camp de Gurs, à deux époques qui se suivent, mais enfin qui sont distinctes, 1939 et 1940, deux événements distincts. Et ensuite, donc, notre ami Éric Maiaranzen va vous parler, à partir donc, de 1940, de toutes les autres populations qui ont été enfermées au camp de Gurs, et évidemment, donc ça a été appelé le camp juif, etc., des populations juives qui ont été enfermées et qui ont le plus souffert. Donc, le camp de concentration de Gurs, comme les autres camps de concentration français, constitue une des pages peu glorieuses de l'histoire contemporaine de la France. Il servit, ce camp, nous verrons dans quelles conditions, comme durant toute la Seconde Guerre mondiale, mais il fut édifié, et c'est bien intéressant de le savoir, avant le déclenchement de celle-ci. C'est-à-dire, il a été édifié en mars et en avril 1939. Donc c'est la Troisième République, sous le gouvernement présidé par le membre du parti radical Édouard Daladier. Le livre fondamental sur le camp de Gurs est celui de l'historien palois Claude Lahari, Le camp de Gurs, un aspect méconnu de l'histoire du Béarn, qui a été publié en 1985 et qui a fait l'objet d'une réédition en 1993. En exergue de son livre, Claude Lahari cite la phrase de Louis Aragon. « Gurs, une drôle de syllabe, comme un sanglot qui ne sort pas de la gorge. » Il convient de souligner que cette histoire des camps de concentration français est peu connue, car les autorités françaises ont voulu jeter un voile pudique sur cette histoire lamentable. Elles ont voulu l'occulter et les Français eux-mêmes n'étaient guère enclins, après la Seconde Guerre mondiale, à remuer cette immense honte. À cet égard, le livre du roman de Éric Maiaranzen, dont je vous recommande évidemment chaudement la lecture, Des barbelés français, est hautement révélateur. Arthur London écrit dans la préface du livre de Claude Lahari. Après notre retour en France, j'avais moi-même été déporté à Mauthausen. Nous étions harcelés de questions sur la nature des camps nazis. Par contre, le silence planait sur les camps de concentration français. Rieucros, Sept-Fonds, Le Vernet, Saint-Cyprien, Rivesaltes, Noé, Recebedou, et sur le plus important, le pire, Gurs. Certes, ce n'était pas Auschwitz, Mauthausen, Ravensbrück. Pourtant, plus de 1000 morts avaient été ensevelis dans un coin de cette terre française vouée à l'oubli comme le camp lui-même. Au camp de Gurs, les populations internées, on parle de Gursiens et de Gursiennes, ont beaucoup souffert. Les Basques au camp de Gurs, il faut le dire et le reconnaître, sont parmi les populations qui ont le moins souffert. Pourquoi cela? Il faut tout d'abord préciser à cause de la brièveté de leur séjour. Quelques mois en 1939, un mois à peine en 1940. Ensuite, parce qu'ils bénéficiaient d'installations neuves et en bon état. Les conditions matérielles se dégradèrent considérablement par la suite. Enfin, parce que leur organisation remarquable, la solidarité qui régnait entre eux, leur permit de supporter mieux que d'autres cet enfermement. Je vais vous parler d'abord de l'internement de 1939.
et de l'exil républicain suite à la chute de la Catalogne tombée aux mains des franquistes. La chute de Barcelone, donc conquise par les franquistes, date du 26 janvier 1939. Environ 470 000 réfugiés républicains, 470 000, un chiffre considérable, vont passer la frontière française en à peine une douzaine de jours. Le 27 janvier, donc le lendemain de la chute de Barcelone, marque le début de ce qu'on a appelé la retirada. On assiste à l'arrivée en Catalogne de France des premiers réfugiés, des femmes, des enfants, des blessés et des vieillards. Les principaux camps d'hébergement construits à la hâte sont dans la région du Val-Espire. Les camps d'Amélie-les-Bains, Arles-sur-Tech, Pras de Moyau accueillent 40 000 personnes chacun. Ceux de la Tour de Carol et du château de Montlouis en accueillent 25 000 chacun. Mais la majorité de la population réfugiée se concentre sur la côte, à Argelès-sur-Mer, créée le 1er février 1939 et qui abrite le 9 février, donc 9 jours à peine après la création, de 50 à 75 000 réfugiés. À Saint-Cyprien, qui abrite le 9 février, de 72 000 à 95 000 réfugiés. À Barcarès, ensuite. Le camp d'Argelès-sur-Mer n'est qu'une immense plage divisée en rectangles d'1 hectare chacun, entourée de barbelés. Il n'y a pas un seul abri. Une délégation de parlementaires socialistes de l'Assemblée nationale visite le 11 février les camps de la Catalogne française. Ses conclusions sont sans appel. Manque d'hygiène, absence de latrines, puits contaminés, pas d'eau pour se laver, absence de services sanitaires, aucun médicament. Les principaux camps sont les suivants: Vernet-les-Bains, Pyrénées-Orientales, réservé aux grands malades; Bram, dans l'Aude; Agde, dans l'Hérault, réservé aux Catalans; Sept-Fonds, près de Montauban, en Tarn-et-Garonne, réservé aux techniciens et ouvriers spécialisés; Barcarès, dans les Pyrénées-Orientales, réfugiés en transit pour l'Espagne. Les camps disciplinaires sont situés à Rieucros, près de Mende, en Lozère, premier camp créé dès le 21 janvier 1939, réservé aux criminels, aux révolutionnaires et aux femmes. Vernet d'Ariège, près de Pamiers, donc dans le département d'Ariège, réservé, je cite, aux têtes chaudes et aux anarchistes. Fort Collioure, dans les Pyrénées-Orientales, gardé par des Sénégalais. Dans cette époque de l'exil catalan, le gouvernement autonome basque sera l'unique organisme républicain qui va établir un bureau d'accueil et de répartition des réfugiés sur la frontière catalane. Ce bureau s'installe à l'hôtel Sala à Perpignan. Le 13 février, l'ancien conseiller à l'intérieur du gouvernement autonome basque, Telesforo de Monzón, chargé par le gouvernement d'Euskadi des réfugiés basques des camps de concentration, obtient une zone à part pour les Basques au camp d'Argelès-sur-Mer. Cette zone s'appellera Guernica-Berry, la nouvelle Guernica. Bientôt, 1500 Basques y sont regroupés. Alors comment se crée ce camp de Gurs? Le camp de Gurs est conçu au départ pour abriter des Basques. Il se situe sur 3 petits villages béarnais, près de Navarenx, Préchac-Josbeg, Donien et Gurs. Il s'étend sur près de 80 hectares le long de la route nationale et forme un rectangle de 2 km de long sur 400 mètres de large. Il se heurte à l'hostilité de la population locale qui voit les réfugiés comme, je cite, des hordes rouges et craint les dérangements occasionnés par cette arrivée massive de réfugiés. Ce camp est construit en à peine 42 jours, donc du 15 mars au 25 avril 1939, par les services départementaux des ponts et chaussées. Il est prévu pour durer à peine quelques mois et il va devenir bientôt, par sa population, la 3e agglomération des Basses-Pyrénées, après Pau et Bayonne. Le camp comprendra au total 428 baraques, donc 382 pour les réfugiés. 400 ouvriers et 15 ingénieurs ont construit ce camp, qui a une capacité totale de 18 000 personnes. On compte 250 km de barbelés,
et une route de 1,7 km de long et une voie ferrée de 3 km. Les Basques qui, au début d'avril 1939, arrivent au camp de Gurs, proviennent principalement des camps d'Argelès-sur-Mer, le Barcarès et Sept-Fonds. Bientôt vont arriver des républicains espagnols, 8600, des aviateurs, c'est-à-dire des membres de la flotte aérienne de l'armée républicaine espagnole, et des membres des brigades internationales. Le 10 mai 1939, le camp est à son maximum, 19 000 personnes. Les Basques vont représenter dans les mois suivants de 23 à 31% de la population totale du camp. C'est une population jeune, puisque les Basques ont 26 ans de moyenne d'âge. Ils ont combattu pendant la guerre d'Espagne sur le front du Nord, puis en Catalogne. Ils sont en assez bonne santé, puisqu'il n'y a que 50 malades sur 4600 internés en avril 1939. Et dans les premiers mois, Gurs paraît plus hospitalier qu'Argelès-sur-Mer, où on couchait sur la plage. La délégation du gouvernement d'Euskadi transfère son bureau de Perpignan à Mauléon le 12 avril, puis à Oloron le 21 avril. Le chef du camp basque de Gurs est Celestino Uriarte Bedia de Mondragón, âgé de 30 ans, membre du syndicat socialiste UGT, Union Générale des Travailleurs. Ajusteur de profession, il est très populaire. Du 14 avril au 30 juin 1939, 1732 Basques vont quitter le camp de Gurs. On compte 747 rapatriements, donc ceux-là vont pouvoir rentrer en Pays Basque d'Espagne. 177 évacués sanitaires vers l'hôpital de la Roseraie, à Bidar, où étaient soignés les Basques malades ou mutilés de la guerre civile. 215 comme agriculteurs et enfin 210 comme ouvriers des usines françaises. Il n'y en a que 3 qui vont vers la Légion étrangère. Après la déclaration de guerre, c'est-à-dire au début de septembre 1939, les départs de Gurs augmentent en direction des industries qui travaillent pour la défense nationale, c'est-à-dire les arsenaux, les poudreries, ou en direction de la construction de centrales hydroélectriques. Ces départs s'effectuent dans le cadre des compagnies de travailleurs espagnols qui sont créées en octobre 1939. Le 1er janvier 1940, ils sont 640 sur 6220, soit 10% et demi. Au 1er mai 1940, il n'y a plus que 2740 personnes à Gurs. Presque tous les Basques sont partis. Il n'y a plus que 92 Basques et républicains espagnols. Mais un autre internement ne va pas tarder à frapper les Basques. C'est l'internement de 1940, qui est donc tout à fait distinct de la retirada de 1939. Il faut dire qu'il est plus difficile d'étudier cet internement car il n'existe pratiquement pas d'archives. Les archives de Gurs furent brûlées au camp même le 24 juin 1940, juste avant l'arrivée des Allemands. Les archives du Parti nationaliste basque furent également brûlées à la même date à Anglet. L'internement des Basques au camp de Gurs dura peu, 1 mois à peine. Il eut lieu en effet du 18 mai au 1er juin 1940. Au 23 juin de cette année, presque tous les Basques avaient quitté Gurs. Mais cet internement eut lieu dans une période particulièrement dramatique. Le 10 mai 1940, Hitler avait initié en Belgique une puissante offensive militaire que beaucoup en France pressentaient comme devant être dévastatrice et victorieuse. Dès lors, c'est une véritable angoisse qui étreint les Basques internés. Sera-t-on livré à Franco? Les troupes allemandes atteindront-elles bientôt Gurs? Je vais étudier maintenant le fondement juridique de cet internement des Basques. La rafle touchant les Basques en mai 1940 et leur internement à Gurs, à cette date, s'appuyait sur le décret de novembre 1939, décret Daladier, qui stipulait « Les individus dangereux pour la défense nationale et la sécurité publique peuvent, sur décision du préfet, être éloignés par l'autorité militaire des lieux où ils résident
et être astreint à résider dans un centre. On voit à la lecture de ce décret qu'il y a une profonde continuité entre la politique menée par la Troisième République finissante, c'était le gouvernement Daladier, au pouvoir depuis avril 1938, et le régime de Vichy, qui s'implantera en juillet 1940. Quelles sont les raisons de cet internement? Claude Lahari écrit dans son livre, je cite, « Il est clair que pour Bérard, Ibarnegaray ou Pétain, les républicains basques réfugiés en France sont à la fois un danger pour le pays et un gage auprès des autorités espagnoles. En les internant, non seulement on ne courait aucun risque, mais on pouvait en tirer parti auprès de Franco. » Le même auteur cite 3 raisons à cet internement. La première des raisons évoquées a trait aux accords passés à Burgos en février 1939 entre le général Jordana, donc ministre des Affaires étrangères de Franco, et Léon Bérard, envoyé, donc béarnais de Sauveterre, envoyé par le gouvernement français pour négocier la reconnaissance du régime de Franco par la France. Cette reconnaissance interviendra à la fin de février 1939, donc avant la fin de la guerre civile qui, elle, interviendra au début d'avril 1939. À cette occasion, des listes de réfugiés politiques réputés dangereux auraient été fournies aux autorités françaises. Il suffisait en mai 1940 d'utiliser ces listes et de neutraliser ces réfugiés en les envoyant à Gurs. Il est certain que ces accords, qui parlent de la volonté des 2 gouvernements, donc le gouvernement franquiste et le gouvernement français, d'entretenir, donc je cite, d'entretenir des relations amicales et de vivre en bon voisinage, ces relations, donc ces accords, vont constituer un socle juridique et politique qui permit l'internement des réfugiés espagnols et basques au camp de Gurs. Le Béarnais Léon Bérard, donc, qui était de Sauveterre, de Béarn, avait été du côté français le principal acteur de ces accords. Une autre raison de ces internements trouverait son origine dans une initiative du maréchal Pétain qui, avant de quitter son ambassade à Madrid, aurait exigé que les réfugiés politiques réfugiés dans le sud-ouest soient regroupés et enfermés dans un camp afin de donner des gages au régime de Franco, dont il craignait qu'il entre bientôt en guerre avec la France. Pour ma part, je vais privilégier la 3e raison de cet internement, 3e raison citée par Claude Lahari, à savoir les manœuvres de Jean Ibarnegaray de Saint-Jean-Pied-de-Port, qui était depuis le 10 mai 1940 ministre d'État dans le cabinet de Paul Reynaud, donc Troisième République toujours. M'appuyant sur les mémoires d'un dirigeant politique nationaliste basque, José Antonio Duragnona, sur les conversations que j'ai eues sur cet épisode et à maintes reprises avec l'historien Eugène Goyeneche, qui a vécu intensément cette époque, et également sur la documentation que j'ai trouvée aux archives départementales de Pau, il ne fait pas de doute pour moi que le principal responsable de cet internement est Jean Ibarnegaray, originaire du Harcise, âgé de 57 ans en 1940 et qui avait été l'incontestable leader politique du Pays basque dans l'entre-deux-guerres, constamment élu et réélu député de 1914, date de sa première élection, avril 1914, à 1936, date de sa dernière élection. Alors que le président du gouvernement autonome basque, donc en exil, José Antonio Aguirre, avait déclaré dès le début de la Seconde Guerre mondiale, en septembre 1939, que son gouvernement se situait du côté des Alliés, contre les nazis, et que plusieurs milliers de Basques réfugiés eurent, suite à cette déclaration, signé un engagement de servir militairement la France, eh bien Jean Ibarnegaray n'eut de cesse de poursuivre de sa haine les réfugiés basques. En mai 1940, un événement fortuit lui donne le prétexte d'assouvir sa haine des réfugiés basques,
coupable à ses yeux d'avoir lutté contre Franco durant la guerre civile. En effet, le 8 mai 1940, José Antonio Aguirre quitta Paris pour la Belgique en compagnie de son épouse et de ses 2 enfants. Il s'agissait d'un voyage familial pour rencontrer sa mère et sa belle-mère qui les attendaient à La Panne, une petite ville de la côte belge, à quelques kilomètres à peine de la frontière avec la France. José Antonio Aguirre expliquera plus tard « L'endroit nous avait paru toujours sûr et en outre, les derniers jours, la rumeur courait à Paris que la prochaine attaque des Allemands se produirait en Yougoslavie. » Or, on sait que l'invasion de la Belgique et des Pays-Bas par l'armée allemande eut lieu 2 jours plus tard, le 10 mai 1940. Le voyage familial du président Aguirre survenait au plus mauvais moment et allait tourner au cauchemar. José Antonio Aguirre a raconté lui-même ses difficultés à revenir de Belgique en France, avec un groupe basque de 50 personnes. La frontière franchie, tous durent rebrousser chemin et revenir dans cette petite localité, La Panne, du fait de l'attaque allemande sur Dunkerque. Sa propre sœur est tuée lors du bombardement allemand. Le président Aguirre n'a d'autre choix que de se cacher en Belgique. Alors que le président Aguirre, sa famille et ses amis traversent cette situation dramatique, paraît le 25 mai 1940, dans Paris Soir, quotidien de l'époque, une interview de Jean Ibarnegaray, qui était ministre d'État, donc depuis le 10 mai 1940, par le journaliste Gaston Benach. Le titre de l'interview annonce le contenu des déclarations du leader politique. « Nous internerons les séparatistes espagnols établis sur le sol français », nous déclare M. Jean Ibarnegaray. Des mesures seront prises pour mettre les séparatistes espagnols établis chez nous dans l'impossibilité de s'agiter, de s'organiser, de nuire à leur pays. Il est probable que les séparatistes basques et catalans, fixés dans les départements frontières du Sud, seront acheminés vers des camps de concentration. Et on remarquera que le jour de ces déclarations d'Ibarnegaray, cette interview à Paris Soir, donc qui est du 25 mai 1940, l'internement des Basques au camp de Gurs avait déjà commencé depuis une semaine, puisqu'il avait commencé le 18 mai 1940. Ibarnegaray poursuivait « On ne veut pas en haut lieu qu'à l'heure où le général Franco reconstitue entièrement l'unité espagnole, on puisse dire que vivent aux portes de l'Espagne, sur notre sol, de telles organisations. » Puis Ibarnegaray évoque dans la suite de l'interview le départ de l'ancien président espagnol Negrin pour la République argentine, celui, je cite toujours, du leader séparatiste basque Aguirre pour la Belgique occupée et peut-être pour l'Allemagne. Donc on le voit, ces déclarations d'Ibarnegaray laissant entendre que le président Aguirre est passé du côté des Allemands sont loin d'être anodines, car dans le contexte de l'époque, elles font courir des risques particulièrement graves, non seulement au président Aguirre et à sa famille, mais aussi à tous les Basques réfugiés en France. Commentant plus tard cet épisode, José Antonio Aguirre, à propos d'Ibarnegaray, parlera de mauvais Basques et de Quisling basque, allusion à l'homme politique norvégien, à la solde des nazis, qui devint chef du gouvernement norvégien plutôt après l'invasion allemande. Concernant le rôle joué par Jean Ibarnegaray en 1940 dans l'internement à Gurs des réfugiés politiques basques, les documents que j'ai trouvés aux archives départementales à Pau sont particulièrement éclairants. Ils montrent que du 18 mai au 1er juin 1940, le préfet des Basses-Pyrénées informe à plusieurs reprises le ministre de l'Intérieur. Il s'agissait de Georges Mandel, mais aussi directement Jean Ibarnegaray, ministre d'État depuis à peine une semaine, et qui tenait tout particulièrement à avoir un œil sur cette affaire. Par exemple, dans une lettre au ministre de l'Intérieur du 29 mai 1940, le préfet des Basses-Pyrénées avait écrit, je cite, « Je prends acte des instructions téléphoniques que vous avez bien voulu me transmettre aujourd'hui.
donc il s'adresse au ministre de l'Intérieur, et au terme desquels il est entendu qu'en ce qui concerne les Espagnols et les Basques espagnols, je peux suivre les avis qui me sont directement donnés par M. Jean Ibarnegaray, ministre d'État. Donc, du 18 mai au 1er juin 1940, il va y avoir une rafle, principalement sur la côte basque. Plusieurs centaines de Basques. Claude Lahari cite le chiffre de 800, mais moi j'ai plutôt trouvé, en les comptant aux archives départementales de Pau, 570, mais c'est déjà pas mal, sont arrêtés par les services de gendarmerie et les agents des commissariats centraux, les uns à leur domicile, d'autres sur le lieu de travail, à Anglet, Biarritz, Saint-Jean-de-Luz, Hendaye, mais aussi jusqu'à Oloron et Tarbes. D'autres, au nombre de 90, sont arrêtés à l'hôpital de la Roseraie, à Bidart, où on les soignait, et à son annexe du château d'Ilbaritz, tout à côté, où ils étaient soignés. Tous sont conduits à l'îlot C du camp de Gurs. On peut remarquer qu'on fait souvent reproche aux Basques d'avoir des comportements ou des réflexes ethniques. Il convient de souligner que cette rafle de 1940, décidée et effectuée par la Troisième République finissante, a obéi à elle-même à des considérations ethniques puisqu'elle a concerné exclusivement des Basques. La majeure partie des internés font partie du Parti nationaliste basque, qui était le parti le plus important, de l'Action nationaliste basque, qui était un petit parti, plus à gauche, plus aconfessionnel, ou du syndicat ouvrier, rattaché à l'époque au Parti nationaliste basque, Solidarité des travailleurs basques, et là STUB, mais il y a aussi, il faut le mentionner, des socialistes, il y a même quelques communistes ou des anarchistes. Donc on peut légitimement retourner la question qui en définitive est le plus ethnique. José Antonio Dulagnona écrit dans ses mémoires « Le pire de tout était l'angoisse de ne pas savoir ce qu'on allait faire de nous. L'avancée des Allemands continuait et nous craignions de voir arriver un beau jour les nazis au camp. Par fin, le 23 juin 1940, les Basques purent quitter le camp de Gurs. Il était temps. Les nazis, ce 23 juin 1940, étaient presque à Bordeaux et arrivèrent 3 jours plus tard sur la côte basque. C'est l'aumônier Iñaki de Aspiazu qui négocie avec le commandant du camp, de plus en plus laxiste évidemment, au fur et à mesure de l'avancée des Allemands, le départ des Basques du camp de Gurs. Tous ceux qui répondent aux deux conditions de départ fixées par l'administration préfectorale, à savoir avoir un domicile et posséder les moyens matériels de subvenir à ses besoins, purent quitter le camp de Gurs. Certains retrouvent sur la côte basque leurs familles et leurs amis, certains s'efforcent de s'embarquer vers l'Amérique du Sud, vers le Chili, le Venezuela, l'Argentine principalement, ou d'autres vers l'Angleterre. Certains vont s'installer dans la clandestinité. Une centaine de Basques à peine restent à Gurs. Ils seront transférés à la fin juin au camp d'Hydron, près de Pau, puis dans un second temps au camp d'Agde dans l'Hérault. Mais en ce qui concerne le camp de Gurs, il allait connaître bientôt un autre destin et donc je cède la parole pour la suite de cette histoire donc à Éric Maillard-Ancin qui va vous indiquer quel était ce destin du camp de Gurs.